par un certain Karim qui veut faire l'intervention par voix. Ensuite, les gens qui veulent poser des questions, ils n'ont qu'à écrire sont priés d'écrire sur le chat. Attendez, je vais mettre un mute. Karim, tu m'entends? Karim, attendez une seconde. Je vais faire une... Voilà. Vous m'entendez? Karim. Oui. Oui, on t'entend, Karim. Est-ce que tu peux poser la question à M. Aktouf? Oui. Merci Rachid. Merci M. Aktouf pour cette intervention. Quand même, vous nous avez pris dans l'histoire de l'économie, comment l'économie a évolué sur notre planète beaucoup plus. Mais moi, je vais y aller, c'est-à-dire, je peux pas y aller, c'est-à-dire, dans l'histoire. Je suis un jeune qui a étudié dans l'économie, mais qui est la personne qui fabriquée dans cette économie, c'est-à-dire que vous êtes en train de définir, c'est une économie, c'est-à-dire qui devient de plus en plus anarchique et qui nous met de plus en plus dans des crises dont on essaye de justifier aussi pour la société mondiale ou bien la société sur la planète, de dire que non, c'est pas un problème d'économie, c'est un problème de ça, de virus, de tout ça. Donc, qui archi faux et qui est compris par pas mal de personnes. Et vous l'avez bien dit, c'est que il faut que les historiens, les économistes, les spécialistes en économie, en gestion, en finance, s'assoient à table pour nous définir cette réalité réellement. C'est-à-dire, si ce n'est pas, ils sont en train de nous mentir juste pour, comme vous l'avez dit, augmenter leur profit à chaque fois. Mais moi, j'ai quelque chose à vous parler sur un terme qui a été utilisé par Xi Jinping, mais c'est un terme qui a été créé beaucoup plus par Hu Jintao en 2012 dans le congrès du Parti communiste chinois et qui a été repris en 2017 par le président actuel Xi Jinping. Il dit « La communauté du destin pour l'humanité, comme son nom l'indique, signifie que l'avenir de chaque nation, de chaque pays est étroitement lié à celui des autres nations et pays. Nous devons partager heure et malheur et vivre dans l'harmonie dans ce grand foyer commun que notre planète afin de réaliser des aspirations des peuples du monde et une vie meilleure. » Quelle lecture faites-vous? Est-ce que vous pouvez faire référence à ce qui se passe actuellement dans les poésies? Bien entendu, oui. Je connaissais ce passage de l'histoire de la Renaissance chinoise. Ça fait tout à fait partie intégrante disons, de la mentalité et des connaissances et des conceptions de l'Extrême-Orient. Bon, malheureusement, en Orient, on l'a perdu parce qu'on a été trop marqué par le colonialisme. Mais en Extrême-Orient, il y a encore cette idée de partage. Est-ce que vous pensez que la Chine ou le Japon ou la Corée du Sud ou la Malaisie seraient là où ils sont maintenant s'ils pratiquaient une économie individuelle ou individualiste à l'américaine? Jamais de la vie. Ils n'en seraient jamais là. Donc oui, tout à fait, j'adhère parfaitement. Et c'est ce que j'ai appelé personnellement, parce qu'on est devant le fait accompli, puisqu'il y a un business mondialisé, bien, ce qui reste à faire, c'est une gouvernance mondialisée. Voilà. Et cet exemple que vous citez, ça peut être une plateforme de départ pour penser cette gouvernance mondialisée. Tout à fait. Absolument. Ceux qui veulent intervenir par voix, ils n'ont qu'à me le faire mentionner par écrit, comme ça je peux leur donner la parole. Sinon, il y a des questions qui sont posées. Je vais les lire à Omar si tu veux pour toi, ou sinon… Omar, est-ce que tu veux que je te lise les questions par ordre, comment ils sont venus? Oui, d'accord, ok, vas-y. D'accord, parce que ça va te prendre du temps pour toi pour les lire. Il y a, d'accord, bon, Kamal Ambari il a posé une longue question. D'abord, il y a, avant lui, il y a Rachid Rawan. Docteur Rachid Rawan, il a dit ceci. Le succès socio-économique dépend de l'adéquation du système managériel au système économique et sociopolitique. J'ai bien suivi avec attention votre intervention, c'est très riche. Merci. Le management utilisé à ce jour a montré ses limites ou bien il est à visage non humain. Selon vous, comment repenser le management ou bien comment réhumaniser le management, c'est-à-dire selon vous, comment reconsidérer la conception de l'humain en management? Mille merci, longue vie.
Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Écoutez, oui, c'est évident. Mais il ne faut pas dissocier l'économie du management. L'économie et le management, ça va ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie, c'est le cadre de pensée qui fabrique les grandes conceptions, le marché, les équilibres, je ne sais pas quoi, les prix, tout ça, avec lesquels le management se nourrit pour fabriquer ses pratiques. Donc, les pratiques du management sont des pratiques qui découlent directement de la notion de marché telle que développée dans l'économie néolibérale, qui découle directement de la notion de productivité telle qu'elle vient de la définition économique de la productivité, etc., etc. Et ensuite, le management réalimente, comme j'ai dit tout à l'heure, l'économie par les leçons qu'on tire ou qu'on croit tirer de ce qui se passe dans la réalité du terrain. Donc, il faudrait changer les deux. L'économie et le management, les deux doivent changer et radicalement. Et s'il y a une leçon à tirer du Covid, peut-être que j'anticipe un peu, c'est qu'on est là, on a un ultimatum, comme l'a dit Nicolas Hulot, la nature, incluant l'humanité, nous donne un ultimatum avec ce Covid-19. Regardez, on ne sait vraiment pas quoi faire. D'abord, on ne sait pas combien il y en a de ces virus, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas comment ils peuvent muter, ils attaquent les enfants, ils n'attaquent pas les enfants, les vieux, pas les vieux, les machins, on nage en plein... Enfin, bon, vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est complexe, l'heure est très compliquée. C'est vraiment pas le moment de penser que juste quelques masques, quelques machins, demander à des gens de jouer au football, de mettre les uns des autres. Il faut tout repenser de A à Z, cette planète et ce que nous faisons dessus. Ce qu'a dit d'ailleurs, je pense, la présidente de la Commission européenne, ou le président, à qui on a posé la question il y a 1 ou 2 ans, je pense, après la crise grecque ou je ne sais pas quoi, etc. Quelle économie, quel machin, comment utiliser le FMI, Banque mondiale, blabla. Il a répondu, ou elle, tout ça n'est que de la littérature. La question que nous devons nous poser, c'est dans quel monde voulons-nous vivre? Voilà la question. Dans quel monde voulons-nous vivre? Et redéfinir l'économie et le management en fonction de ça. Est-ce qu'on veut un monde où il y a 1% de super milliardaires qui ne savent même plus ce qu'ils possèdent tellement ils possèdent de choses, 68 personnes, individus, qui possèdent l'équivalent de ce que possède la moitié la plus pauvre de l'humanité. 68 personnes possèdent ce que possède la moitié de l'humanité. Bon, alors, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut un monde où il n'y a personne qui possède la moitié de l'humanité, il n'y a personne qui possède 250 yachts et 50 châteaux et toute une ville à lui tout seul, mais où tout le monde est soigné, nourri, logé, guéri, etc. etc. C'est ça les choix qu'il faut faire. Et une fois qu'on a fait ces choix, on définit l'économie et le management qui vont avec. Quelle est l'économie et le management qui iront avec une Algérie, par exemple, je parle de l'Algérie, une Algérie où on arrive à rétablir la nature algérienne telle qu'elle était avant l'indépendance, au moins. Où on arrive à ce que 40 millions d'Algériens soient tous logés, nourris. Aujourd'hui, on a 8 à 10 millions d'Algériens qui vivent dans des bidonvilles, aujourd'hui, et on veut contrôler le Covid. Comment? Donc voilà, vous voyez, le problème, c'est ce que j'arrête pas de crier depuis des années, c'est que le problème n'est plus un problème de procédure, n'est plus un problème de technique. Moi, je ne veux réunir aucun expert, aucun machin. Tous ces experts, ils pensent tous la même chose, ils disent tous la même chose, et ils pensent tous les mêmes choses en même temps. Et comme le disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème à partir du système de pensée qui a créé le problème. Or, le système de pensée qui a créé les problèmes dans lesquels nous sommes, c'est les systèmes de pensée fabriqués par ces experts, par ces économistes, par ces profs de management. Ce n'est pas eux que moi je vais réunir pour me trouver la solution du problème que leur façon de penser crée. Ce n'est pas possible. Il faut réunir des philosophes, il faut réunir des poètes, il faut réunir des géographes, il faut réunir des écologistes, des biologistes,
C'est ces gens-là qu'il faut réunir, des physiciens, des biophysiciens, pour penser qu'est-ce que c'est que cette Terre, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que l'humanité, et puis, qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça vive en harmonie. Et une fois qu'on a défini ça, on va chercher le management et l'économie qui vont avec. Donc, il faut tout reprendre à zéro et arrêter immédiatement. Si j'avais le pouvoir, je fermerais immédiatement toutes les écoles d'économie et de gestion. Toutes. Parce que tout ce qu'on y enseigne, c'est exactement tout ce qu'il faut pour aller encore plus gravement dans ce qu'on fait. Arrêtez immédiatement. Comme vous voulez le faire à Harvard d'ailleurs, Princeton et Hopkins et Yale, je me souviens bien en 2 minutes, mais ils ne l'ont jamais fait. Donc arrêtez et repensez complètement. Par exemple, alors je vais vous dire, moi, les facultés d'économie et de gestion sont des chevaux de Troie de néocolonialisme. Nous sommes, à chaque fois que nous enseignons Michael Porter dans notre pays, nous nous néocolonialisons. Mintzberg, Porter, tout ça, etc., ils n'ont pas fabriqué des théories pour enrichir le pauvre de Cotonou. Ils ont fabriqué des théories pour enrichir leur pays, pour enrichir leur système de vie, pour enrichir leur conception de la vie, pour enrichir leur conception de l'économie, leur conception de la société. À chaque fois qu'on enseigne l'économie néoclassique, néolibérale, le management dans nos pays, on se néocolonialise. On se met au service de ceux qui nous pillent, qui n'arrêtent pas de nous piller. Alors, par exemple, pourquoi dans nos écoles d'économie et de gestion, pourquoi on n'enseigne pas l'école tiers-mondiste? Vous qui avez fait économie, dites-moi s'il vous plaît, si on vous a enseigné Semiramis, Celso Furtado, Douidar, André Godin-Franck, René Dumont, etc., les néo-ricardiens, etc. Et pourquoi on n'enseigne pas les tiers-mondistes? Pourquoi on n'enseigne pas la pauvreté, comme j'ai dit tout à l'heure? Pourquoi on n'enseigne pas le marchandage? Tous nos pays fonctionnent par le marchandage. Les souks, les machins, ça marchande tous azimuts. On enseigne la façon dont on vend et on achète à New York, et on n'enseigne pas la façon dont on vend et on achète à Alger ou à Dakar. C'est quoi ça? Bon, alors, pourquoi on n'enseigne pas l'histoire de la comptabilité, de la gestion du temps des Égyptiens, du temps c'était autre, la comptabilité du temps des Sumériens, etc., etc. Donc, tout ce qu'on enseigne dans nos écoles de gestion et d'économie, c'est ce qui a été pensé par ceux qui ont pensé ce monde et ses habitants comme étant des stocks à exploiter à l'infini. Alors, plus on enseigne ça chez nous, plus on se met dans le piège. Et en bas? Oui. Bon, je poursuis les questionnements par ordre, comment ils sont venus. Avant cela, je tiens à rappeler à ceux qui nous ont rejoints il y a quelques temps que cette conférence sera, vous pouvez la voir sur toutes les plateformes de TQ5 Média, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. Et comme on est tous habitués peut-être probablement à YouTube, vous pouvez aller à YouTube, à la rubrique recherche, TQ5 Média. Vous allez voir la plus récente vidéo, c'est elle. Donc, c'est à partir d'une heure à partir de maintenant. Quand on aura fini, on va la monter, on va la mettre sur YouTube. Donc, la prochaine question qui va venir dans l'ordre, c'est Kamal Amari. Kamal Amari qui est aussi le consultant ou l'analyste politique de TQ5. Et il a posé cette question qui est triple, en fait. 1. Comment peut-on concilier entre deux mondes opposés? D'un côté, le monde de la vitesse, des machines, du court terme, du gain facile et le profit, de l'individualisme, de technocapitalisme, et de l'autre côté, le monde de la réflexion, du long terme, de l'esprit critique, de la justice sociale, de l'humain, etc. Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet de la question. On commence volet par volet. Allez, d'accord. Allez, on commence là. Vas-y. D'abord celui-là. Bon, écoutez, je vais être net et précis et clair. Les deux mondes que vous venez de citer sont inconciliables. Totalement inconciliables. Tant qu'on
conçoit la technologie, je ne prends pas juste la technologie, bon, l'intelligence artificielle, en fait, tout ce que vous voudrez, mais la technologie dans le sens le plus large du terme, tant qu'on la pense en dehors d'une connaissance, conception préalable la plus raffinée possible de ce que signifie la nature et l'être humain, on est dans l'inconnu. Je vais vous donner deux petites illustrations. La bourse, les décisions de vente et d'achat de titres boursiers se prennent par des ordinateurs, vous le savez. Vous savez que dans les bourses aujourd'hui, on emploie beaucoup plus des physiciens très pointus, des mathématiciens très pointus, etc., plutôt que des financiers ou des comptables. Parce que ce qu'ils veulent, c'est des algorithmes mathématiques qui font faire aux ordinateurs des réactions aux nanosecondes, ce qu'on appelle les seuils critiques, donc qui peut déceler en nanosecondes la variation des achats ou des ventes de tel ou tel titre et vendre ou acheter. Alors ça veut dire que dans les bourses, vous avez des actions, par exemple en bourse, à New York, vous dormez, le lendemain vous vous levez, vous êtes millionnaire, vous vous êtes ruiné, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous n'en avez aucune idée. Il n'y a que l'ordinateur qui sait. Parce que lui, en nanosecondes, c'est-à-dire une seconde divisée par 1 milliard, aucun cerveau humain ne peut imaginer ça. Il a décidé de vendre ou d'acheter vos actions. Alors, je vous demande comment concilier cet univers de la technologie qui agit en nanosecondes avec ce que l'être humain qui fonctionne en minutes, qui n'a aucune idée de ce qu'est une nanoseconde. Alors, ces ordinateurs, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour eux-mêmes. C'est des docteurs Frankenstein qui ont créé des monstres qui les ont dépassés. Parce que moi, un ordinateur qui décide en nanoseconde, il ne travaille pas pour moi. Parce que je ne sais pas ce que c'est une nanoseconde, moi. Donc, alors, où est l'humain là-dedans? Où est la nature? Où est, etc. Alors, il faut inverser tout ça. Arrêtons ce maudit, soi-disant, progrès technologique pour le progrès technologique. Progrès technologique pour le progrès technologique, c'est comme courir pour courir. On court pour des raisons, pour gagner une course, pour ceci, pour cela, on ne court pas pour courir. Bon, alors progrès technologique pour qui? Pourquoi? Pour quand? Après, progrès technologique. Mais pas progrès technologique d'abord, et mets-toi dedans. Voilà, je te fabrique. Maintenant, il y a des. Écoutez, au Canada, avec le Covid, là maintenant, au Canada, on a pratiquement 20-30% de la population qui n'est pas outillée, qui n'est pas, etc., pour le télétravail, pour le téléenseignement, pour faire par ordinateur les démarches administratives pour toucher leur retraite, leur pension, leur machin, leur je ne sais pas quoi, tout ce qui s'ensuit. Alors, aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, c'est un handicap. Que voulez-vous qu'on en foute de tous ces… Alors, moi, je connais des voisins qui viennent de temps en temps me demander, qui ont mon âge ou plus, et, bon, ou même plus jeunes parfois, et qui viennent d'acheter un téléviseur. Et comme les derniers téléviseurs, c'est pratiquement des ordinateurs, les pauvres, ils ne savent pas les faire fonctionner. Alors, ils passent des fois des nuits, ils n'osent pas me déranger, sans télévision, parce qu'il y a un truc qui a bogué et ils ne savent pas comment faire. Bon, alors, non, franchement, là, vous avez touché une fibre qui me fait éclater de rage. La technologie, pour la technologie, ça n'a aucun sens. Définissons d'abord ce qu'est l'humain, ce qu'est la nature. Est-ce que la nature, c'est juste cet arbre qui est là? Est-ce qu'il n'a de sens que si je le coupe et je le vends et que je le transforme en dollars? Quel sens il a cet arbre? Demandez à n'importe quel professeur d'économie, n'importe quel expert de bourse, n'importe quel expert financier, n'importe quel expert politicien, n'importe quel expert comptable, n'importe quel expert de management, que signifie un arbre? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Voilà, rien. Que signifie l'être humain?
Ben, pour ça, je vais raconter une petite anecdote pour rire un peu. À Harvard, un colloque, parcours comme ça, les salles, tout ça. Et puis, je vois une salle où c'était écrit Management and Human Beings, management et être humain. Parce que vous avez parlé d'humain, d'être humain, etc. Donc, management, éthique, être humain, je ne sais pas quoi. C'était un titre assez ronflant, là. Alors, je rentre, m'assois, j'écoute. Et le professeur qui était là, je ne sais pas si c'est de Harvard ou de Yale ou Stanford, en tout cas, il parlait anglais comme tout le monde. Et alors, il n'arrêtait pas de dire Your employee is human being, votre employé est un être humain, le consommateur est un être humain, le producteur est un être humain, il faut agir en être humain, il faut ceci, Bon, à un moment donné, je me suis dit, là, il fait du bruit, mais j'espère qu'il va commencer à parler quand même, à dire quelque chose. Parce que nous dire que nous sommes tous des êtres humains, ça va, on le sait. Alors j'ai levé la main. Je lui ai dit, please, can you tell us what human being means? Pouvez-vous nous dire ce que signifie être un être humain? Il me regarde. Don't you know? Il me demande, vous ne savez pas? Je dis, c'est pas là la question. Depuis une demi-heure, vous nous parlez d'être humain. Mais pas une seconde, vous n'avez défini ce qu'est un être humain. Dites-nous ce que ça veut dire quand je dis que l'ouvrier, c'est un être humain. Ça veut dire quoi? Un être humain. Ça veut dire quelqu'un qui aime aimer, quelqu'un qui fait passer les sentiments avant l'argent, quelqu'un qui n'aime pas être dominé, quelqu'un qui a un libre arbitre, quelqu'un qui... C'est quoi un être humain? Ensuite, on passera au consommateur. Et bien, vous savez par quoi il a fini? Il a fini par nous dessiner la pyramide de Maslow pour dire ce qu'est l'être humain. Alors, tant qu'on est là, franchement, on ne fera pas de progrès. Merci Omar. Deuxième volet. Comment? Deuxième volet, c'est est-ce que la social-démocratie pourrait représenter une alternative au néolibéralisme qualifié par Chomsky comme peste? Absolument. Oui, oui, absolument. Mais une alternative. Ce n'est pas l'alternative, malheureusement. Malheureusement. D'abord et avant tout, parce que, imaginons l'Algérie décrète qu'elle devienne social-démocrate. Ben, comme la Suède, comme l'Allemagne, comme tout ça, vous êtes social-démocrate, mais dans un monde complètement néolibéral. Alors, un jour ou l'autre, tôt ou tard, juste la question de grand nombre, vous serez quelque part manipulé, étouffé, coincé, bloqué dans tout ce que la social-démocratie permet. Bon. Donc, alors oui, la social-démocratie comme principe, c'est-à-dire marché social, économie de marché social, économie étatiquement guidée, que l'État soit comme en Chine, comme en Malaisie, comme en Allemagne, comme en Scandinavie, un partenaire économique, etc., à plein titre, qui dicte aux opérateurs économiques quoi faire, qui leur dicte quoi faire pour le bien de la société, pour le bien général, pour le bien de l'environnement, pour etc., etc. Oui. Mais avant ça, il faudra faire en sorte que le néolibéralisme recule, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le Covid-19, tout ça, ce virus qui a été fabriqué, comme je l'ai expliqué, parce que à force d'extraire la nature, d'extraire, on a fait faire à la nature ce que la nature ne fait jamais, mêler des espèces qui n'ont pas à se mêler, qui fabriquent des nouveaux virus qu'on ne comprend pas. Et en plus, on va avoir des virus inconnus qui vont sortir de la fonte des glaces et du perlégisol, donc des terres glacées de Sibérie, du pôle Nord, de l'Antarctique et tout ce qui s'ensuit, des virus totalement inconnus qui vont nous venir de la préhistoire, et ça, sans parler de l'éthanol qui va accélérer le réchauffement climatique, etc. Enfin, c'est une réaction en chaîne. Donc, tout ça fait que il faut se poser la question aujourd'hui, pourquoi c'est le néolibéralisme qui a gagné et pas la social-démocratie? La social-démocratie est restée confinée dans ses limites. Et malheureusement, c'est le néolibéralisme qui a envahi la planète. Il faudrait que ce soit l'inverse.
alors là, une gouvernance mondiale qui imposerait des principes sociodémocrates à l'échelle de la planète, ce serait un début de commencement, en espérant que ce ne soit pas trop tard. Très bien, Omar. Le dernier volet de la question de Kamal Amari, et que je rappelle encore une fois, c'est analyste politique de TQ5 Média. Donc, il dit, est-ce que la post-pandémie va engendrer le renforcement de l'autoritarisme au nom de la sécurité sanitaire, ou on va assister à des révoltes populaires pour imposer le nouvel ordre mondial plus humain et juste? Oh là là, je ne veux pas jouer aux apprentis sorciers, hein, mais si on tire les leçons un peu de l'histoire de l'humanité, on sait par exemple en sociologie politique que les grandes révolutions de l'humanité se font quand, grosso modo, 20%, 25% de la population d'un espace donné n'a plus rien à perdre, qui provoque des ras-le-bol et puis donc des débordements et des révolutions sanglantes. 1789, 1830, la Commune, bon, enfin, passons. Donc, alors là, 1870, pardon, je veux dire la Commune. Donc, oui, nous y sommes là. Je pense qu'on n'est pas loin de 25-30% de la population mondiale qui est sur le seuil de ne plus rien avoir à perdre. Alors, vous savez, un père de famille qui a 4-5 enfants, qui n'a plus un bout de pain à donner au dernier de ses bébés ou une goutte de lait, et qui n'a plus rien à perdre, ben, il descend dans la rue, il va fracasser la première épicerie venue pour prendre une bouteille de lait. C'est évident. Alors, est-ce que vous savez que malheureusement, c'est incroyable, aux États-Unis, l'un des, quel pays qu'on cite comme modèle, etc., etc. Vous savez, aujourd'hui, je voyais à la télévision américaine, là, alors je ne parle pas des 40 ou 50 millions d'Américains qui n'ont accès à aucun soin. Bon, c'est une chose. Les travailleurs américains à bas et moyen salaire ne peuvent pas se payer d'assurance privée parce que c'est très cher. Donc, ça vous donne des millions et des dizaines de millions d'Américains des retraités américains qui s'arrachent les dents avec des pinces parce qu'ils ne peuvent pas se payer le dentiste, etc., etc. Alors, ajouté à ça, j'ai lu ça, des histoires d'horreur récemment, là, pour vous dire quelle conception, quel système, quelle conception de l'humain et de l'humanité, de l'argent et tout ça, assurés, qui sont des cadres financiers, de machin, donc bon salaire, bonne assurance, par exemple, qui ont été se faire tester parce qu'ils toussaient, ils avaient enfin, ils avaient les symptômes du Covid. Eh bien, les assurances ne les remboursent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas été se faire tester sur ordonnance médicale ou par ambulance. Et combien coûte le test? C'est entre 2 000 et 9 000 dollars. Le test. Vous passez une nuit dans un hôpital américain, c'est 5 000, 10 000, 6 000 dollars. Mais c'est un pays civilisé, ça? Alors, voilà où on en arrive avec cette conception donc, de l'humain et quand l'humain n'a plus rien. Alors, là, les États-Unis, pourquoi un jour on a posé la question à John Steinbeck, celui qui a écrit Les raisins de la colère, des souris et des hommes, tout ça, pourquoi est-ce que les idées socialistes ne pénètrent pas l'esprit américain? Bon, d'abord, John Steinbeck a répondu off the record, parce que ça n'a pas été écrit. Il a répondu que l'une des raisons, c'était le macartisme. Le macartisme en 1946, ça a été la destruction sur le sol américain de toute pensée syndicaliste, communiste, socialiste, de gauche, anarchiste, communautariste, collectiviste, voilà, éliminée totale pour laisser la voie libre aux Rockefeller, les Stanley Morgan et compagnie et compagnie. Alors John Steinbeck a ajouté une autre réponse, une phrase magnifique. Il a dit « L'Américain moyen ne se réveillera de l'exploitation dans laquelle il se trouve jamais. Parce que, ou en tout cas, pas demain, parce que
Et ça rejoint Noam Chomsky, puisque vous l'avez cité. Vous, je ne sais pas, le précédent, Noam Chomsky qui a écrit Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. Comment toute la machine, ce que Marx appelle la superstructure, toute la machine religieuse, culturelle, universitaire, politique, télévision, radio, etc., toute cette machine fabrique le consentement du citoyen moyen américain à ce que veulent ses classes dirigeantes. Et cette fabrication fait une fausse conscience, pour reprendre les mots de Herbert Marcuse, qui fait une fausse conscience tellement forte qu'elle remplace totalement la vraie conscience. Et elle l'efface. C'est un peu ce que dit John Steinbeck. On a mis, ça c'est les années 30, 40, on a mis dans ce qu'il a répondu sur le McCarthy, c'était plus tard, ou alors pas lui, enfin bon, peut-être que je confonds. Enfin, regarde, non, ça va, c'est bien lui. Donc, il dit, l'Américain moyen ne sortira pas de cette torpeur capitaliste convaincu parce qu'on a mis dans le fin fond de son inconscient qu'il n'y a en Amérique ni exploité ni pauvre, il n'y a que des millionnaires momentanément dans l'embarras. Donc, si toi, petit Américain, noir, chicano, machin, ou blanc du Kentucky, tu vis dans la misère, tu manges une fois par jour, même pas, etc., tu ne te mets pas dans la tête, je suis pauvre, je suis exploité parce qu'il y a des super riches qui accaparent partout. Tu te mets dans la tête, je suis millionnaire en sursis. Demain, après-demain, je serai millionnaire. Alors voilà, donc, c'est tout ça qu'il faut extirper, c'est tout ça qu'il faut remanier, l'éducation, la conscience, la fausse conscience, pour arriver à ce que les êtres humains vivent en harmonie, comme vous dites, etc. Donc, je reviens précisément au Covid et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de l'autoritarisme ou la révolte? Donc, aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y aura révolte pour ce que je viens de vous dire. Ailleurs, certainement. Alors, l'une des choses qui se vend le plus aux États-Unis depuis la crise du Covid, figurez-vous, c'est les armes. La vente des armes a augmenté en flèche. Et le lobby des armes a demandé à ce que les armuriers soient décrétés services essentiels. Et tous ceux qui se mettent à acheter des armes tout d'un coup, pourquoi ils s'arment? Ils s'arment parce que, disent-ils, si jamais des produits manquent au supermarché, eh bien avec mon AK-45 ou ma mitrailleuse, je peux aller menacer les autres clients et prendre ce que je veux. Voilà où on en est, dans le pays le plus civilisé du monde. Bon, alors donc, dans les autres pays, les révoltes commencent déjà. Écoutez, il y a des révoltes de la famine, on n'en entend pas parler beaucoup, mais ça commence. Il y a des foyers de famine dans le monde, en Inde, etc. Les gens sortent dans la rue, les gens... Bon, donc, alors, on aura les deux. On aura les deux. On aura des révoltes, malheureusement. Alors, comment elles seront traitées? Est-ce qu'elles vont être matées dans le sang et dans le feu? Je ne sais pas. Et on aura aussi de l'autoritarisme parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors, ce que j'espère, c'est que cet autoritarisme soit un autoritarisme bienveillant. À la Mohamed Mahathir, en Malaisie, par exemple, il y a des autoritarismes qui sont des autoritarismes incitatifs, qui sont des autoritarismes pour le bien commun. Ces autoritarismes-là, je n'ai rien contre. Moi, je n'ai rien contre un président algérien hyper autoritariste et qui exerce son autoritarisme pour le bien de tous les Algériens, qui exerce son autoritarisme pour que la nature algérienne reste intacte, qui utilise son autoritarisme pour que tout Algérien paye son juste impôt, qui utilise son autoritarisme pour qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale, pour qu'il n'y ait plus de pistons, pour qu'il n'y ait... Moi, je suis pour. Bon. Donc, il y aura des autoritarismes. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais que ces autoritarismes s'exercent d'abord sur les milieux où le nerf de la guerre se trouve, c'est-à-dire le milieu où se trouve l'argent. D'après notre gouvernement, on pourrait aller chercher, cité par, je dirais pas, le gouvernement lui-même, entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars aujourd'hui. On pourrait aller chercher notamment en l'économie informelle.
ou en évasion fiscale, enfin, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Tout de suite, 6 000 à 10 000 milliards. Bon, alors des autoritarismes qui s'exercent d'abord sur là où il y a de l'argent, dire pourquoi est-ce que nous avions il y a quelques années un patron de banque canadien qui gagnait, entre guillemets, 73 000 $ par heure. Hier, le patron de Bombardier, Baudouin, qui est une des entreprises qui était un fleuron du Québec, financée par et créée par l'argent public du temps du gouvernement Lesage, la Révolution tranquille, etc., etc. Milliards de dollars au fédéral et au provincial parce qu'ils ont très mal géré de M. Bellemare et Baudouin, pour ne pas les nommer, donc les patrons de cette entreprise, qui l'ont mise en ruine. Ils ont vendu, ils ont cédé la filière aviation à Airbus gratuitement. La filière chemin de fer n'existe plus. Ils ont licencié 10 000 ou 15 000 personnes, etc. La faillite totale. Eh bien, le deuxième président est parti hier en retraite à l'âge de 50 et quelques années avec 17 millions de dollars de primes de retraite. Si j'étais le Premier ministre du Canada, je serais autoritariste. Je convoquerais ce type, je convoquerais ce patron de banque et je leur dirais pourquoi tu as besoin de 73 000 $ par heure? Qu'est-ce que tu fais avec? Je te laisse 500 000 par jour. Et le reste, je le confisque. Je le mets dans le trésor canadien et avec ça, je peux renflouer l'école, les hôpitaux, etc., qui sont dans la misère au Canada. Alors ne parlons pas aux États-Unis. Si j'étais Premier ministre, je serais autoritariste. Je convoquerais ce monsieur Bellemare qui a pris hier 17 millions d'argent public canadien et québécois pour aller se payer je ne sais pas quoi avec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, vous me donnez 17 millions, je deviens fou. Qu'est-ce que je vais faire avec 17 millions de dollars? Quel genre d'être humain, quel genre de cerveau humain, quel genre de cœur humain peut fonctionner avec 17 millions de dollars dans ses poches? Quand il sort dans la rue, il voit des familles qui dorment dans la rue. Comment? Je suis désolé, mais c'est des choses qui me heurtent. Alors, ce genre d'autoritarisme-là, oui. Mais un autoritarisme qui va nous rétablir le néolibéralisme et dire on va couper les salaires, on va couper les programmes sociaux, on va couper les subventions, on va augmenter le prix du gaz et du pétrole, on va augmenter le prix du lait, on va augmenter, enfin, s'attaquer toujours aux plus pauvres, on va éliminer les assurances chômage, on va éliminer… Ça, non. Ça, non. Ça, on va creuser la tombe encore plus. Alors voilà, excusez-moi si j'ai été un peu émotif. Pas de problème, Omar, on comprend bien. Il y a un certain Abdelwahab Bouy-Ahmed qui veut poser une question orale. Donc, je lui dirai de se préparer pour la prochaine. Pourquoi? Parce que avant lui, il y a un certain Abdelmoumen Khaled. Lui, il pose la question suivante. Étant donné que la crise sanitaire actuelle découle ou est engendrée par le néolibéral, selon vous, quelles sont les leçons que les gouvernements des grandes puissances pourront apprendre? Leçons apprises. Merci. Bon, alors ça revient un peu à le fil conducteur de ce que j'ai développé. Les leçons à tirer de cette crise du Covid, c'est que, l'hyperconnectivité, quasiment en temps réel du monde, est quelque chose qu'il faut regarder, non pas uniquement en termes de gains, de multiplication de circulation des biens et des capitaux et des services, et en termes d'augmentation de PIB et de PNB, mais c'est à voir aussi en termes et en fonction de conséquences sur les circulations ultra rapides et pratiquement en temps réel de parasites, d'animaux exotiques, de poissons qui envahissent aujourd'hui les fleuves et les lacs et les canaux, etc., du Québec et du Canada et qui viennent de mer, pratiquement de l'Antarctique, et etc. Donc, il faut d'abord
voilà, déjà, cette mondialisation doit être freinée. Il faut arrêter cette hyperconnectivité hyper rapide, pratiquement immédiateté, temps réel. C'est fou ce qu'on peut. On transporte d'un endroit à l'autre du monde des éléments qu'on ne peut absolument pas contrôler. Un exemple, ici au Québec, au Canada, on a un tout petit insecte d'un demi-millimètre, enfin d'un demi-centimètre ou de 2 millimètres, 3 millimètres de taille, qui s'appelle la grille du frêne, qui a été importé de Chine et qui est en train de tuer toutes les forêts, tout le frêne du Québec et du Canada, et on ne sait pas quoi faire. Il y a une autre bestiole qui s'appelle la tordeuse de l'épinette, donc une espèce de chenille importée de je ne sais où, et qui bouffe les pins, comment on appelle ça, bon, enfin les arbres à aiguilles, là j'ai oublié le terme, donc l'épinette, les pins, tout ça. Et on ne sait pas quoi faire. Alors voilà, donc première chose, la mondialisation du calme. Circulation des biens et des services, encore une fois, à cette rapidité, à cette vitesse, à cette... Pourquoi? La réponse est claire. N'importe qui vous dira pour augmenter le profit, pour augmenter le PNB. Mais moi, je vous demande, augmenter le profit et augmenter le PNB, pourquoi? Pour qui? Augmenter le PNB pour augmenter le PNB, ça n'a aucun sens. Multiplier les échanges pour multiplier les échanges, ça n'a aucun sens. Bon, donc, et ensuite, le deuxième, vous voulez le deuxième élément de la réponse, ça serait de penser cette mondialisation, ce néolibéralisme, non plus et surtout pas, et surtout plus en termes financiers, d'abord. Alors, vraiment, je vous le demande, un de ces jours qu'on organise un webinaire sur la finance et comment la finance, c'est l'ennemi de l'économie, c'est l'ennemi de l'humanité, c'est l'ennemi de tout. Mais bon, ça, donc, il faut que ça soit une mondialisation, enfin une façon de repenser la mondialisation, le néolibéralisme, qui remette la finance à sa place. La finance est un moyen, ce n'est pas une fin. Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'à la bourse, Facebook vale 100 milliards? C'est quoi cette folie-là? En termes d'économie réelle, Facebook ne vaut rien. Mais 100 milliards de dollars à la bourse, si le patron de Facebook sort ce 100 milliards de la bourse et qui se met à acheter des voitures et des maisons et tout ça, il va détruire la moitié de l'Afrique avec aucune contrepartie. Parce que Facebook ne laisse ni ordinateur, ni bateau, ni rien. Rien. Donc, c'est de l'argent complètement destructeur. Alors, pourquoi on a besoin de ces bourses qui valent aujourd'hui 10 fois la valeur de la planète? Est-ce que ça a du sens? Ensuite, repenser le néolibéralisme, non plus en termes économiques. Fini. Il faut penser en termes écologiques, en termes biophysiques, biochimiques, sociologiques, d'équilibre et homéostatique. Là, oui, on aura tiré des leçons. Mais si on tire des leçons en se disant comment construire un mur qui va bloquer les virus exotiques pour qu'ils ne traversent pas l'Atlantique ou qu'ils ne traversent pas la Méditerranée, et qu'on continue à faire ce qu'on fait, non. On n'aura tiré aucune leçon. Merci Omar. Maintenant, je vais passer la parole à Bouy Ahmed. En fait, j'ai trois questions. Je vais faire bref. Je vais essayer rapidement connecter. Oui. Ok, la première, c'est que est-ce que le problème, c'est le libéralisme ou le néolibéralisme? Car le keynésianisme et l'interventionnisme fonctionnaient jusqu'à la sortie de la crise, disons jusqu'à la Trois Glorieuses, ça fonctionnait très bien. Est-ce que c'est l'adoption de la loi de 74, la loi ERISA, qui a ouvert le bal à Milton, Friedman et la financiarisation? Est-ce que ça, et aussi,
c'est-à-dire dans le scellage des stratégies de choc. Est-ce que vous appelez la coïncidence Je vous intrigante? entends mal. Est-ce que, Naïd, je vais répéter, est-ce Oui. que est-ce que c'est la loi ERISA qui a ouvert le bal pour les thèses de Milton et Friedman sur la financiarisation? Est-ce que c'est et qui explique aussi les différentes stratégies de choc qu'on observe, c'est-à-dire ce que vous appelez vous-même les coïncidences intrigantes. Donc, est-ce que c'est le libéralisme ou c'est le néolibéralisme qui pose problème? Ok. Ma deuxième question, est-ce que la codétermination, c'est l'avenir, c'est-à-dire l'intégration des syndicats dans les CA, etc. Oui, mais codétermination, cogestion, oui, ok. Ok. La troisième, vous parlez d'une gouvernance mondialisée. Mais c'est quoi cette gouvernance? Parce que là, aujourd'hui, oui, on voit une gouvernance actionnariale, elle est mondialisée aussi. Est-ce que la norme, par exemple, ISO 26000, la responsabilité sociétale et tout, est-ce que ça peut être un avenir? Voilà, merci. Est-ce que, pardon, qu'est-ce qui peut être en avenir? Est-ce que la norme ISO 26000, la responsabilité sociétale, Ah, ok. okay, est-ce que ça peut être un avenue pour l'avenir? Ok. Mais j'ai une dernière. Est-ce que vous voulez toujours tuer Porter, Michel Porter? Parce que, est-ce que vous voulez toujours tuer Porter? Oui, Ok, c'est bon. C'est ma quatrième question. ok. C'est bon. Bon. Le tuer intellectuellement, bien entendu. Oui, oui, je sais. C'est ce que, d'après tes articles. Bon, alors merci pour vos questions. Donc, alors, libéralisme, néolibéralisme, oui, c'est vrai qu'il y a là un jeu de mots, hein, parce Ouais. que le mot libéral, libéralisme, notamment dans sa connotation anglo-saxonne, liberal, dans le sens anglo-saxon du terme, ça veut plutôt dire de gauche. Et avant, en français, par exemple, je me souviens pendant la guerre d'Algérie, on disait que les Français qui étaient pour le FLN, c'était des Français libéraux. Bon, donc, et là, il y a un tour de passe-passe. On a créé ce terme néolibéralisme comme si c'était un libéralisme renouvelé, alors que ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Ouais. Le libéralisme, dans sa connotation étymologique originale, c'est le contraire du néolibéralisme. Alors, il faudrait plutôt parler d'ultralibéralisme ou je ne sais pas quoi, mais bon, mais le néolibéralisme est devenu le terme consacré, bon, on est obligé d'utiliser. Mais vous avez raison, il y a une différence entre les deux. Donc, est-ce que la solution, c'est la cogestion, la codétermination? Mais bien sûr, bien sûr. C'est très simple. Comme le dit un adage universel, deux têtes valent toujours mieux qu'une. Bon, alors qu'est-ce que c'est la codétermination et la cogestion? C'est tout simplement que Bismarck, en 1870, l'Allemagne était le premier pays qui a failli devenir communiste. Ensuite, l'Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre et l'Allemagne, fin du 19e, étaient les pays où il y avait une classe prolétarienne, une classe ouvrière la plus nombreuse, la plus organisée, syndiquée, avec des leaders instruits, etc. etc. Donc, le mouvement communiste, c'est pour ça que les théories socialistes sont anglaises et les théories communistes sont allemandes. Pas pour rien. C'est né entre Angleterre et Allemagne. Et donc, 1870, l'Allemagne était un des pays qui a failli devenir communiste, qui a failli basculer au communisme. Parce que les syndicats poussaient, ils étaient communistes, etc. etc. Et là, Bismarck, qui a fait la réunification allemande, tout ça, convoque les syndicats, tout ce qui s'ensuit, il leur dit, écoutez, vous voulez le communisme, qu'est-ce que vous attendez du communisme? Il a appliqué un principe de Machiavel, vous savez, Machiavel, le prince, hein, Machiavel qui a donné un conseil au prince, un principe, c'est « Prince, si tu crains la révolution, fais-la. Tu vois venir la révolution, fais-la. Mais ne fais pas semblant de la faire. » Alors, qu'est-ce que faire semblant de faire une révolution? C'est ce qu'on appelle les réformes. Parce que les réformes, c'est on change tout, sauf les privilèges des privilégiés. Les riches, ils restent toujours riches. Ceux qui ont le pouvoir, ils ont toujours le pouvoir.
Ceux qui ont tout, ils ont toujours tout, mais on change. Ça s'appelle réforme. Bon, alors, donc, Bismarck a appliqué, je ne sais pas s'il il a lu certainement, Machiavel. Donc, il a demandé, bon, la révolution communiste, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Première condition qu'ils lui ont posée, la réponse qu'il a eue, c'était d'abord des soins pour tout le monde. En Allemagne, il n'y a que les riches qui peuvent se soigner, le pauvre, l'ouvrier, etc., l'employé. Alors Bismarck leur a dit, bon, je vous sors une loi de sécurité sociale, maladie, gratuite, universelle pour toute l'Allemagne. Première assurance maladie gratuite, universelle dans le monde, 1870 en Allemagne. Ensuite, il leur a dit, bon, alors voilà, je vous donne l'assurance, qu'est-ce qu'il va vous apporter le communisme? Ben, il va nous apporter le contrôle sur le capital, sur le profit, qu'est-ce qu'il fait? Bon, voilà, je mets ça en vrac. Il leur a dit, voilà, loi sur la cogestion. Qu'est-ce que c'est loi sur la cogestion? Pour détermination, c'est un actionnaire, un syndicaliste, un dirigeant, un ouvrier, comité. Et ils décident ensemble. S'ils ne décident pas ensemble, ça ne passe pas. Pas à la ligne. Vous voulez contrôler le profit, tout ça? Comité de surveillance. Comité de surveillance, c'est un comité paritaire, c'est-à-dire égal. Il y a autant d'actionnaires dirigeants que d'employés syndicalistes. S'il y a 20 actionnaires dirigeants, il y a 20 employés et syndicalistes. Et ils sont 40. Et ces 40 surveillent les comptes de l'entreprise, depuis l'atelier jusqu'au directoire. Donc le patron ne peut pas tricher, il ne peut pas faire d'évasion fiscale, il ne peut pas tromper le fisc, il ne peut pas tricher sur ses impôts, il ne peut pas mentir sur ses gains, il ne peut pas dire à ses employés je ne peux pas vous augmenter parce que je n'ai pas fait assez d'argent. La vérité est là. Et c'est comme ça que l'Allemagne a évité, historiquement, le communisme et l'Angleterre, parce qu'ils ont créé, écoutez, l'Angleterre, c'est simple, c'est ce qu'on appelait les socialistes utopistes, dont un Anglais qui s'appelle Robert Owen, qui avait créé une entreprise carrément à l'allemande ou à la scandinave dans le nord de l'Écosse, qui s'appelait New Lanark, et où il a créé des écoles pour les ouvriers, des hôpitaux, des cliniques, des médecins, des écoles, des universités, collèges, et il partageait tout avec ses ouvriers, il leur offrait gratuitement les moyens de travail, les machins, tout ça, enfin, un vrai samaritain, un saint, et ça, ses produits étaient reconnus, fameux dans toute l'Europe, ça c'est 1835-1840, à tel point que les patrons français, anglais, etc., du sud de l'Angleterre, d'un peu partout, venaient visiter New Lanark en Écosse pour savoir comment ils font pour faire du si bon textile, du si bon machin. Mais quand ils ont vu comment ce patron traitait ses ouvriers pratiquement comme lui-même, ça ne leur a pas plu. Alors ils ont dit non, ça on peut pas, on va pas appliquer ça, c'est pas possible, ça ne plaît pas. Et donc le pauvre Robert Owen a été obligé de fuir l'Angleterre et il s'est réfugié aux États-Unis. Et aux États-Unis, il croyait pouvoir, c'était l'utopie, créer un nouveau monde, il croyait pouvoir créer aux États-Unis ce qu'il ne pouvait pas faire en Angleterre. Mais aux États-Unis, il est tombé sur des margoulins encore plus terribles qu'en Angleterre, il est rentré ruiné, il a refait, et puis il a encouragé ses employés à se syndiquer. Le syndicat a commencé à... Mais lui, ça a été un patron qui a dit à ses employés, syndiquez-vous. Et à partir de là est né ce qu'on appelait le Labour Party. Donc en Angleterre, le discours, en Allemagne, c'était Bismarck qui dit aux Allemands, qu'est-ce que le communisme vous apporte? Moi, je vous le donne, avec la cogestion, la codétermination, tout ça. En Angleterre, c'était, vous voulez être représenté dans le pouvoir économique et politique, etc., comme le communisme le dit, eh bien, on vous crée un parti, le Parti des travailleurs. Alors, de tout temps, il y a eu donc le Labour Party et les Tories. Le Labour Party, c'est le Parti des travailleurs qui existe toujours, mais malheureusement qui a changé d'idéologie. Et le parti, l'autre, qui est donc le parti des Tories, qui sont les conservateurs, c'est-à-dire le capital. Bon, donc voilà. Alors, après ça, on m'avait demandé si c'était la loi, comment elle s'appelle déjà?
Glass-Steagall, la loi sur les cloisonnements des banques, tout ce qui s'ensuit, qui existait avant Reagan, et qui a été effectivement abolie partiellement, mais elle a été abolie définitivement par Clinton beaucoup plus tard. Et oui, elle a été à l'origine, parce que cette loi ne permettait pas, par exemple, aux banques commerciales de faire des assurances, ou aux banques d'affaires de faire de la spéculation, ou aux banques d'épargne de faire des placements de l'épargne, c'est-à-dire des retraites, etc., des placements risqués. Donc, tout ça était cloisonné. Et là, c'est ce qu'on a appelé, avec la loi que vous avez citée et la loi Glass-Steagall, ça a été de décloisonner et donc de permettre à toutes les banques de faire ce qu'elles veulent, n'importe comment, n'importe quoi. Et pour la petite histoire, pour rire un peu, peut-être rire jaune, un des fils de George Bush, un des frères de George W. Bush, qui s'appelait Niels Bush, était patron d'une banque d'épargne de Denver, Colorado. Et une fois Reagan, machin, c'était son père c'était le Bush qui était président à l'époque, mais depuis Reagan, ça avait commencé, donc décloisonné complètement. Ce qui fait que les banques d'épargne qui gardaient notamment les retraites, parce que les banques d'épargne, c'est surtout les retraites des travailleurs qui sont placés là, ce qu'on appelle aujourd'hui parmi les fonds d'investissement, eh bien, ne plaçaient que, par exemple, dans les bons du Trésor ou dans des placements sûrs qui ne rapportent pas beaucoup, mais qui rapportent à long terme et qui ne sont pas à risque. Décloisonnement avec donc abolition de la loi Glass-Steagall, etc. Reagan, Thatcher et Arthur Laffer qui a pondu sur un bout de papier une théorie économique selon laquelle si on ne paye pas d'impôts et si on décloisonne les banques, etc., chacun va travailler plus et on va gagner plus, tout ça, Arthur Laffer, je vous renvoie à cette théorie. Donc, tout ça, ça a fait cette salade qui a créé ce qu'on a appelé le néolibéralisme et tout ce qu'il en a suivi. Et donc, voilà comment cette loi de décloisonnement, effectivement, a fait que, alors je reviens à Bush, a fait que le néolibéralisme est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire free for all. Porte ouverte, bar ouvert, au capital, à l'argent, il fait ce qu'il veut, comme il veut, plus aucune espèce d'embûche. Fini. Ni de l'État, ni des impôts, ni du fisc, ni rien du tout. Ni des placements, ni des... Alors, ce qui fait que les patrons de banques d'épargne se sont mis à investir dans des produits à risque, ce qu'on appelle des produits dérivés toxiques, par exemple, et pratiquement tout en fait faillite, sous Reagan et ensuite Clinton. Et Niels Bush était l'un de ceux, et comme par hasard, les patrons de ces banques se sont retrouvés avec des châteaux aux Bahamas, des palais dans les Caraïbes, etc., etc. Et Niels Bush, donc, avait un trou si je me souviens bien à l'époque, 300 ou 500 millions de dollars de trous dans les comptes de la banque qu'il dirigeait, qui n'était pas une banque énorme, une banque d'épargne de Denver. Et donc, il a été poursuivi, et j'ai suivi ça, parce qu'on peut suivre ça sur certaines chaînes de télé, les procès qu'on veut suivre, qui passent devant le Parlement. Il est passé devant une commission sénatoriale, qui s'ensuit, qui l'interroge. Bon, vous savez ce qu'il a plaidé? Le fils de Bush, d'abord, son père, président, George Bush, est intervenu alors que l'exécutif ne doit pas intervenir dans le judiciaire. Donc, en tant que président des États-Unis, il n'aurait jamais dû dire un mot sur le procès de son fils. Il est intervenu publiquement dans toutes les télés pour dire « Mon fils, je le connais, c'est mon fils, il est honnête, il est blanc comme neige, il est ceci, comment mon fils, mais jamais, il ne va pas toucher une mouche. » Vous imaginez, le président des États-Unis qui répète ça, comment le système judiciaire va fonctionner, comment il fonctionne. Et Neil Bush, donc devant la commission sénatoriale, il a plaidé l'ignorance. Il avait 35 ans, si j'ai bonne mémoire, 35 ans. Il a plaidé l'ignorance et la jeunesse. Je suis jeune, ignorant. On s'habitue jeune, ignorant. Tu ne prends pas la direction d'une banque. Tu vas vendre des cacahuètes. Puis c'est tout. Avec tout le respect à ceux qui vendent des cacahuètes.
Alors, il a plaidé l'ignorance et devinez à quoi il a été condamné? À se repentir. Et des centaines et des centaines de familles américaines ont perdu leur retraite. Alors, voilà ce que c'est ce système. Bon, maintenant, ISO 26 000 ou 46 000 ou 42 000 ou tout ce que vous voudrez, responsabilité sociale d'entreprise, très franchement, c'est de l'hypocrisie totale. Dès que vous pensez profit, il n'y a plus de responsabilité sociale. À partir du moment où vous faites du profit, comme on le fait maintenant, je ne parle pas du faire du profit comme le fait une entreprise allemande, ou de Malaisie, ou de Suède, ou ici au Québec, Cascade, qui est une entreprise qui partage tous ses profits, qui soigne l'environnement, qui ne pollue pas, mais qui ne fait pas beaucoup de profits. Des profits raisonnables, mais sur le long terme, etc. Ça, j'ai rien contre. Mais à partir du moment où vous faites du profit, comme on le fait, c'est-à-dire que tu creuses un puits, vous creusez un puits, vous faites du pétrole, une fois qu'il est sec, vous foutez le camp et vous le laissez, et vous empoisonnez. J'ai vu en Algérie, à Borj Bachi Mokhtar, dans le Grand Sud, il y a une cinquantaine de chèvres et de cheptels morts empoisonnés par un puits où ils ont été boire. Et qu'est-ce qu'il y a à proximité? Un forage à fracturation de gaz de schiste. Alors, on essaie d'accuser les maquignons du Nord de tuer. Alors, imaginez, les maquignons du Nord, c'est-à-dire les éleveurs du Nord, qui vont aller tuer 48 chèvres ou je ne sais pas quoi dans le fin fond du Sahara, là-bas à Borj Bachi Mokhtar, pour conserver le niveau des prix de la viande à Alger. C'est ça qu'on raconte dans les journaux algériens, dans certains milieux. Mais heureusement que j'ai lu que pas loin, il y a un puits de fracturation de gaz de schiste. Et ça, on l'a vu ici, en Pennsylvanie, on l'a vu dans l'Iowa, on l'a vu dans l'Arkansas. Les fracturations provoquent la pollution d'abord et surtout de l'eau. Et donc, moi, je suis sûr que ce cheptel algérien mort, il est mort à cause de… Alors, où est la responsabilité sociale là-dedans? Oui, vous allez voir ces gens qui ont creusé ce puits et leur dire ISO 26 000. Quoi ça? Responsabilité sociale, c'est profit raisonnable. Qu'est-ce que c'est profit raisonnable? Profit qui se fait sans polluer, en payant son juste impôt, sans évasion fiscale, sans exploitation et en payant des salaires de dignité. Ça, c'est de la responsabilité sociale. Sinon, hypocrisie, point. J'entends rien. Merci. Omar, mais bon, Karim, tu as eu ta réponse. Donc, Omar, il nous reste, on vient de passer exactement 3 heures, moins 10 de temps. Donc, Ouh là là, eh ben, ça passe vite. ça passe vite. Oui, effectivement, il ne reste pas beaucoup de questions. On finit avec ça. Je demande de ne pas plus poser de questions parce qu'on va finir les 4 ou 5 qui nous restent. Notamment Ahmed Damou. Ahmed Damou, il voulait peut-être intervenir oralement, mais apparemment, il a posé sa question par écrit. Il dit, parle plus particulièrement du livre de Jacques Attali, Qui gouvernera le monde. Il dit dans sa question, mais la gouvernance mondiale en question ne correspond-elle pas à celle que vous avez dans vos voeux? Ne correspond pas. Ne correspond-elle pas à celle que vous avez dans vos voeux à vous? Ah, ok, oui. Selon Jacques Attali. Non, pas tout à fait, malheureusement. Jacques Attali, bon, on se connaît, qui gouvernera le monde. Jacques Attali, peu de gens le savent, mais Jacques Attali a écrit une biographie de Marx il y a, mon Dieu, 7-8 ans. Et dans cette biographie de Marx, Jacques Attali dit que personne, comme Marx, n'a aussi bien compris la mondialisation, mais comprise à la façon de Marx, et la mécanique du marché.
et le marché. Bon. Donc, Jacques Attali, il a deux côtés qui m'agacent. Il a un côté qu'il a toujours eu, qui était le côté gauche, socialiste, etc. L'économie un peu, l'économie politique, genre Michel Rocard, genre, mais malheureusement, Jacques Attali, depuis le rapport qu'il a fait à Sarkozy, qui lui a été commandé il y a quelques années, malheureusement, personnellement, j'ai trouvé des éléments de ce rapport a posteriori ou a priori, je ne sais pas, c'était antérieur ou postérieur, de ce rapport dans Qui gouvernera le monde, enfin en filigrane évidemment. Malheureusement, Jacques Attali devient plus néolibéral que les néolibéraux. Il a proposé par exemple à Hollande de libéraliser totalement l'industrie du taxi. C'est-à-dire plus de permis, plus de ceci, enfin l'ubérisation avant Uber. Hein. Il a préconisé quelque chose comme des frais de scolarité à l'américaine, enfin des mesures qui vraiment… Alors, je ne vois pas du tout cette gouvernance mondiale de la même façon, parce que la gouvernance mondiale dans le style de l'Attali d'aujourd'hui, ça serait une gouvernance par et pour l'argent. Et ça, je le crains, malgré toutes les clauses de style que peut prendre Jacques Attali. Omar, bien pour la réponse, super. Donc, on va passer à la prochaine question, c'est Benamara Malek. Qu'est-ce qu'il pose comme question, lui? Il dit, si les forces néolibéralistes ont pris autant d'avance sur le monde et ont infiltré et gangréné tous les plateaux de la société, il y a vraiment espoir. Y a-t-il vraiment espoir? Y a-t-il vraiment espoir de sortir? Attendez, hein, quelqu'un qui est rentré là. Attendez, je vais mettre mute. Attendez, qui est le… Attends, c'est qui… c'est vous, Benamara Malek? Attends, quelqu'un qui parle. Attends, quelqu'un qui est… Bon. C'est bon, c'était nous. Je mets mute. Ah, tu mets mute. Tu veux poser la question toi-même, non, Malek? Malek? Nachid Malek, c'est pas Malek celui-là. Ah, d'accord. Parce que je n'arrive pas vers le mute. OK, c'est pas grave. Bon. Omar, je reprends la question. Hein. Oui. Si les forces néolibéralistes ont pris autant d'avance sur le monde et ont infiltré et gangréné tous les plateaux de la société, y a-t-il vraiment espoir de sortir de cette doctrine, puis que les gouvernements ont pris les rênes du monde depuis longtemps? Si oui, le prix à payer pour ceux qui vont mener le combat contre eux est-il légitime en sachant que ces derniers ne sont pas responsables de la situation actuelle? Voilà, c'est ça la question. Bon, c'est un peu long, il n'y a pas de… Est-ce que tu as compris la question? Oui. Bon, si je comprends bien, c'est qu'elle dit que cette question, c'est que le néolibéralisme a gangréné le monde. Voilà. Et est-ce qu'on peut s'en sortir et dans quelle direction, quoi? C'est ça à peu près. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Bon, écoutez, d'abord, si le néolibéralisme a gangréné le monde, c'est pas parce que c'est des bonnes idées, c'est pas parce que c'est intelligent. C'est pas parce que c'est plus intelligent que les autres idéologies ou plus. C'est tout simplement parce que c'est le rapport de force. C'est tout. La mondialisation n'est pas un phénomène. Et le néolibéralisme qui sont arrivés comme ça, naturellement, sur la planète, tout d'un coup, ça a été fabriqué, préparé de toutes pièces par des rapports de force. Et dans les grandes lignes, ça on en parlera dans une prochaine conférence, Inch'Allah, surtout sur la finance, parce qu'il y a des liens avec ça. La mondialisation, le néolibéralisme ont été construits par des rapports de force. D'abord la Deuxième Guerre mondiale, la première, puis la deuxième. La deuxième, ça a été de laisser se détruire l'Europe, parce qu'il n'y avait que l'Europe qui pouvait devenir une puissance qui ferait contrepoids aux États-Unis. Donc les États-Unis ont laissé l'Europe se détruire, et même quand ils sont intervenus, soi-disant pour libérer l'Europe de l'invasion allemande, les Alliés, et notamment les bombardiers anglais et américains,
ont détruit plusieurs villes intactes, comme Düsseldorf, comme Dresden, qui étaient des villes intactes, des régions complètement. Donc, il fallait détruire. Pourquoi? Pour que les États-Unis émergent et pour que les États-Unis, plus tard, dans la négociation de Bretton Woods, 45-46, puissent être la puissance face à tous les alliés qui a imposé sa mondialisation et son dollar. Donc, les États-Unis ont imposé le macartisme à l'échelle de la planète, comme ils l'ont organisé chez eux. Le macartisme, c'est-à-dire le sénateur Joseph McCarthy, qui a été chargé par le président Truman d'éliminer dans tout le sol américain tout ce qui peut être obstacle au capital, c'est-à-dire tout ce qui est communiste, socialiste, syndicaliste, etc., y compris avec l'aide de la mafia. Et donc, ils ont imposé ça à l'échelle mondiale. Et ça a été fait, par exemple, en éliminant les non-alignés. Tous les leaders de non-alignés ont été éliminés en une dizaine d'années. Et puis, une fois qu'on a éliminé les non-alignés, on a asphyxié le bloc de l'Est. En asphyxiant le bloc de l'Est, on a imposé le néolibéralisme et on a imposé la mondialisation. Donc, c'est un rapport de force. Ce n'est pas une idéologie, une science intelligente qui l'emporte sur le reste. Pas du tout. Deuxième raison, c'est que le néolibéralisme est accompagné par le néocolonialisme. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde sont pratiquement tous dotés de régimes de dirigeants qui sont mis en place par les pays occidentaux. Il n'y a qu'à voir la Côte d'Ivoire quand il y avait la lutte entre Gbagbo pendant Gbagbo et Ouattara. C'est l'armée française qui a débarqué, qui a arrêté Gbagbo et qui a mis Ouattara. Pourquoi? Parce que Ouattara voulait, parce que Gbagbo voulait nationaliser le cacao. Ce qui s'est passé en Libye, parce que Kadhafi voulait se faire payer en or et voulait faire éliminer le franc CFA, etc., etc. Bon, donc c'est un rapport de force tout simplement. Donc nos régimes, nos pays sont dominés, sont complètement tenus par. D'ailleurs, un de nos hommes politiques, que je ne citerai pas, l'a dit récemment, qui n'est pas partisan comme moi, je ne suis pas partisan d'aller chercher de l'argent au FMI, au Banque mondiale, tout ça, est très très haut placé, hein, qui a dit, si vous allez emprunter de l'argent au FMI et au Banque mondiale, vous ne pouvez plus parler du problème palestinien ou du problème du Sahara occidental ou du problème des Noirs exploités, tués par les Américains, etc., etc., etc. Donc voilà. Alors nos régimes, on a un ordre mondial où nos régimes sont tenus par plusieurs tenailles. On vous donne l'argent du FMI et de la Banque mondiale, mais tu ne parles pas d'Israël. Tu ne parles pas des Palestiniens. Tu ne parles pas du patronat, tu ne parles pas de l'évasion fiscale. Tu ne parles pas de. Voilà. Et puis, on a des régimes qui sont mis en place carrément. Ouattara, machin, Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, a été placé par les Français à la place de son père, qui a régné 50 ans, etc. Bon, donc, en plus, nos classes dominantes à nous ont intérêt à avoir le modèle néolibéral. Nos classes dominantes préfèrent le modèle américain néolibéral plutôt que le modèle allemand ou le modèle scandinave. Allez dire à n'importe quel patron algérien, s'il préfère un système dans lequel il s'enferme dans son bureau, il prend les décisions tout seul, avec ses fils, ses comméritiers, ses filles, machin, tout ça, ou s'il préfère un système où il ne peut prendre aucune décision sans consulter le syndicat, où il est obligé d'accepter le syndicat, où il est obligé de prendre l'avis des employés, où il est obligé de prendre l'avis du ministère des Finances, du ministère du Travail. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Ou un système comme à l'américaine, où il fait ce qu'il veut comme il veut. Un claquement de main, il licencie 10 000, il met 5 000 à la porte, il paye qui il veut comme il veut. Écoutez, juste en Algérie, d'après les dernières statistiques que j'ai lues, 70% des entreprises algériennes ne payent même pas le SMIC à leurs ouvriers. 60 ou 65% ne les assurent pas ou pas complètement.
50 ou 60% les font travailler plus de 10, 11 heures par jour, ce qui est illégal. Alors voilà, nos classes dominantes préfèrent le néolibéralisme, préfèrent le modèle américain. Donc, au lieu d'aller faire venir des consultants et des experts du Japon, d'Allemagne, de Scandinavie, qui vont dire en Algérie comment faire pour consulter les syndicats, comment faire pour éduquer les syndicalistes pour qu'ils deviennent gestionnaires, comment faire pour partager les profits, comment faire pour ceci, eh bien, ils préfèrent des experts américains et français qui viennent leur dire comment tu t'enrichis et comment tu t'enrichis comme tu veux, etc. Et puis tu dis c'est le marché, et puis la corruption, et puis on met de côté, et puis on détourne, et puis on fait de l'évasion fiscale, et puis on fait de la comptabilité qui permet de l'évasion fiscale, et on graisse la patte aux politiciens parce que ça s'appelle des rétrocommissions, etc. Et tout le monde est content. Donc voilà les raisons pour lesquelles je réponds à votre question de façon peut-être un peu cynique, mais malheureusement, ce néolibéralisme-là, ce n'est pas par son intelligence ou sa bien-pensance qu'il est dominant, il est dominant par rapport de force et par intérêt des classes dominantes. D'accord, Omar, le temps vraiment ne presse là. Donc, les questions suivantes, il reste trois, je pense. Bon, la première, c'est comment peut-on alors sauver en gagnant-gagnant les échanges entre les personnes ou entre les pays, sans parler de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo? Ah ben, au contraire, il faut en parler des avantages comparatifs de David Ricardo. Ce serait la solution. Oui, échange gagnant-gagnant. Ben, Ricardo, oui, même s'il n'a pas consacré beaucoup de pages à ça. Il n'a pas appelé ça libre-échange d'ailleurs. Je ne sais plus, en tout cas, bon, échange, je ne me rappelle plus le terme exact. Non, bon, passons, on appelle ça libre-échange. Non, Ricardo voulait vraiment, oui, c'est une très bonne théorie, la théorie de Ricardo, c'est la théorie des avantages comparatifs, non pas les avantages compétitifs. C'est à la fois différent et équivalent, mais enfin, bon, il y a beaucoup de nuances. Donc, les avantages comparatifs, c'est, Ricardo dit, on fait des échanges qui, aujourd'hui, nous appellerions gagnant-gagnant, si d'abord les pays se spécialisent dans ce qu'ils savent faire de mieux, de meilleur, c'est-à-dire les secteurs les plus élevés, à technologie et à savoir-faire les plus élevés. Ça veut dire les secteurs dans lesquels les salaires sont les plus élevés, pas les plus bas. C'est pour ça que je veux brûler Porter. Quand Michael Porter nous dit vos secteurs compétitifs sont les secteurs où les salaires sont les plus bas, c'est archi faux. Archi faux. Les secteurs compétitifs de l'Algérie, ce seraient les secteurs où les salaires sont les plus élevés. Parce que ça voudrait dire que ce sont les secteurs où l'Algérie a des compétences, a des gens de valeur ajoutée, de très haute valeur intellectuelle, qui font de la valeur ajoutée que d'autres ne font pas. Et ainsi de suite, nous échangeons avec la France ou avec l'Angleterre ce que la France et l'Angleterre savent faire de mieux avec le meilleur de sa main-d'œuvre, et ainsi de suite. C'est ça les avantages comparatifs chez Ricardo. Il prenait l'exemple, par exemple, de l'Angleterre et le Portugal. Il disait, bon, au Portugal, ils ont des grands spécialistes de comment faire du Porto, comment faire du bon vin, ils ont le soleil, ils ont le calcaire, ils ont etc. En Angleterre, on a de la terre glaise, on a de l'argile, on a de la pluie, on a du mauvais temps, on ne peut pas faire de la ville, on ne peut pas faire du Porto, mais on a des grands spécialistes du blé. Donc, que l'Angleterre se spécialise et fasse le meilleur blé possible, que le Portugal se spécialise, etc., et fasse le meilleur Porto possible, et l'Angleterre et le Portugal vont échanger gagnant-gagnant, parce que le Portugal va avoir le meilleur blé possible qu'on trouve en Angleterre, et l'Angleterre va avoir le meilleur Porto possible qui vient du Portugal. C'est ça, les échanges gagnant-gagnant. Donc, je vous donne un exemple contemporain. L'Allemagne. L'Allemagne est le seul pays, d'abord, il faut savoir que l'Allemagne, en Europe, d'abord, c'est le moteur économique de l'Europe. Bon, tout le monde le sait, mais personne ne veut inviter des experts allemands. L'Allemagne a en équivalent du déficit commercial français 5 fois en excédent commercial. L'Allemagne
a en excédent commercial, c'est-à-dire ce qu'elle gagne de ses exportations, 5 fois le montant de ce que perd la France, avec la même monnaie, les mêmes lois, la même Union européenne, les mêmes règlements. Comment ils font? Co-gestion, co-détermination. Parce que deux têtes valent mieux qu'une. Quand un patron, au lieu de prendre sa décision tout seul, il consulte ses 5 ouvriers, eh bien la décision qui sort de 6 têtes sera meilleure, forcément, que celle qui sort d'une seule tête. Et elle va faire monter tout le monde, pas juste le portefeuille du patron. Si le patron veut licencier un de ses 5 employés, il leur demande leur avis, il leur dit parce que je perds de l'argent, ben ces 5 employés vont peut-être lui proposer de baisser son salaire à lui, comme ça se fait au Japon, hein, de baisser un peu leur propre salaire, et puis d'investir dans telle nouvelle machine, réparer tel ceci, tel cela, et puis tout le monde va gagner. Et c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui fait la qualité, qui fait que Toyota, avec Daimler-Benz, avec Lexus, sont les meilleures voitures au monde. Tous les meilleurs produits au monde viennent de pays où on fait de la social-démocratie et de la cogestion. Tous les meilleurs produits au monde, tous, depuis les instruments de musique jusqu'à parfum et rouge à lèvres, tout ce que vous voulez. Bon, donc, alors voilà un peu, si vous voulez, la réponse à... Merci Omar. La prochaine question que je trouve intéressante, c'est de Banamara Malek. Il dit ceci: si je prends le risque d'entreprendre, si je mets en péril mon capital pour faire émerger un projet, pourquoi n'est-ce pas légitime de gagner 1000 fois plus que mon employé? Je suis d'accord d'en donner plus à mon employé, mais va-t-il me donner quoi que ce soit si je fais faillite? Ensuite, il dit, est-ce légitime pour lui d'en demander plus s'il ne partage pas le risque de faillite avec moi? Voilà la question. Alors là, ça c'est une question que mes étudiants me posent 10 fois par jour. Vous pensez bien que je connais la question. Hein? Bon, ben ça fait partie des sophismes qui justifient l'ordre dominant. J'ai le capital, je prends des risques, j'ai tous les droits. Allez. Qui a décrété que le facteur capital a plus de poids et de force que le facteur travail? D'où ça vient? C'est un facteur de production comme les autres. Qui a décrété que le facteur capital a même million de fois plus d'importance que la nature? C'est un facteur de production comme la nature, comme le travail, égal. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres, aucune raison. Encore une fois, c'est un rapport de force. Alors, je vais vous donner quelques exemples simples pour illustrer ça. Alors, vous savez, Henry Ford, ne croyez pas que c'est juste mon langage à moi. Hein. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui pensent Omar Akhtouf, mais Boulle, c'est une espèce ils pensent tout ça. Vous savez, Joseph Stiglitz, Nobel d'économie, pense comme moi, Krugman, Yunus, je sais pas, mettez-en, Edward Nell, je ne parler que des Américains, lisez-les, ils disent exactement ce que je dis. Donc, je ne suis pas un fou malade dans mon coin, là. Alors, John Hobson, qui a écrit Impérialisme et qui a établi comment le fait que le patron s'accapare la part du lion de la production économique va finir par tuer le capitalisme. Et John Hobson est un économiste capitaliste anglais du début du 19e siècle, John Hobson, pas Hobson, et il a écrit cette phrase: le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement infini individuel. On y est. Aujourd'hui, avec la crise du Covid,
On est à la fin du capitalisme. On est dans le tombeau du capitalisme. C'est le capitalisme maximaliste qui veut tout pour le patron qui a créé ça. Pourquoi? Payer un salaire de misère aux Chinois qui n'a pas d'hygiène. N'ayant pas d'hygiène, il attrape le Covid, le Covid va avec les savates qu'il a fabriquées, qui arrivent le lendemain à Paris. Si le patron à Paris, à Adidas, je ne sais pas, n'importe où, permettait aux Chinois de payer à son ouvrier un salaire qui lui permet un logement propre, de l'eau courante, de l'électricité, de l'hygiène, etc., il n'attraperait pas le Covid. S'il ne l'attrape pas, il ne part pas avec la savate. S'il ne part pas avec la savate, le Parisien ne l'attrape pas non plus. Donc, voilà cette logique. La logique qui dit le capital est le facteur dominant. Pourquoi? Pourquoi? C'est un simple rapport de force et une décision de type politique, tout simplement. John Stuart Mill, le 4e grand classique, a écrit, John Stuart Mill, c'est un des piliers de la connaissance économique de tous les temps. Il a écrit, en économie, il y a une sphère où on peut utiliser des sciences. Il n'a pas dit que c'était scientifique, qu'on peut utiliser des sciences. Et une autre partie de l'économie où aucune science n'applique. Sinon, décision politique. Alors, la partie où on peut appliquer des sciences, c'est la partie production de l'économie. Si je veux produire du porto en Angleterre, ben, il faut que je fasse appel à des scientifiques. Des podologues, des géologues, des spécialistes des sols, des spécialistes des pluies, des spécialistes je sais pas, d'ensoleillement, pour me dire si oui ou non, je peux produire du bon raisin en Écosse. Mais quand vient le moment de partager ce que j'ai gagné en vendant mon raisin, il n'y a aucune science qui s'applique. Aucune. C'est une décision politique, collective. C'est tout. Point à la ligne. Bon. Alors, je disais qu'il y en avait beaucoup plus d'autres gens qui pensent comme moi. Est-ce que vous savez que Henry Ford Ier, 1930, quelque chose comme ça, 1915, 1920, 1900, bon, dans ces années-là, Henry Ford Ier disait « Tout patron d'entreprise qui touche plus de 20 fois le salaire moyen de son employé est un voleur. Et vous me dites que vous avez droit à 1000 fois. » Banquier, JP Morgan, 1940, disait, moi, banquier, New York, je ne prêterai aucun sou à tout patron qui se met dans la poche plus de 10, 15 fois le salaire de son employé moyen. Parce que c'est un bandit. Bon. Et vous voulez 1000 fois. Vous touchez 1000 fois. On revient à John Hobson. Vous avez une famille de 5 ou 6 personnes. Votre revenu correspond à 10 fois le revenu de tous vos employés qui sont, disons, 200 familles. Vous êtes 10 personnes dans votre famille. Vous, votre femme, vos 4 enfants, votre chien, votre chat, votre belle-mère. Dans l'économie, qu'est-ce que vous allez donner à l'économie réelle avec votre revenu qui fait 1000 fois celui de votre employé pour alimenter votre propre entreprise, pour faire en sorte qu'il y ait un pouvoir d'achat qui fait qu'on achète vos produits et que vous puissiez continuer à produire et à vendre ce que vous faites. Parce que quand vous prenez 1000 fois le salaire de votre employé, quand votre revenu représente 500, 200, 300 fois le revenu de vos 200 ou 300 familles d'ouvriers qui travaillent chez vous, qu'est-ce que vous allez donner à l'économie réelle? Autrement dit, ça, je cite encore John Hobson, combien de kilos de café réel vous allez acheter aux paysans brésiliens pour faire marcher l'économie brésilienne, pour prendre votre petit déjeuner, vous, en famille, 10 personnes.
1 kilo par mois? Combien de dattes vous allez acheter aux producteurs de dattes de Biskra pour votre ramadan de kilos par jour pour vos 10 personnes? 1 kilo. Mais si on vous laisse l'équivalent de 10 fois le salaire de votre ouvrier moyen, employé moyen, ce qui est déjà pas mal. L'employé moyen américain, c'est 50 000 $ de revenus. 10 fois 50 000, 500 000, 5 millions, c'est quand même beaucoup. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'avec 5 millions de dollars, ça ne vous suffit pas pour vivre en tant qu'être humain? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous voulez acheter la Lune? Qu'est-ce qu'il vous faut? On vous laisse 10 fois le salaire moyen de votre employé et tout le reste est distribué sur 200 familles. C'est ce que dit John Hobson. Et ces 200 familles vont acheter 200 000 kilos de café au Brésil. Il n'y aura pas de chômeurs au Brésil. Ils vont acheter 50 kilos par jour, ou qu'est-ce que je raconte, de 200-300 familles, ils vont acheter 3 000, 4 000 kilos de dattes par jour à Biskra. Il n'y aura pas de chômeurs à Biskra. Alors voilà pourquoi John Hobson, et je dis aussi, l'hyper-enrichissement individuel, c'est le cimetière du capitalisme et de l'économie. Bon, donc l'autre volet de la question, le risque. Qu'est-ce que c'est le risque? Définition du risque. Je prends un risque si j'assume les conséquences de mes décisions. C'est ça le risque. J'assume, je prends la responsabilité des conséquences de mes décisions. C'est ça, prendre un risque. Bon, dites-moi, quand Peugeot a perdu je ne sais combien de milliards en 2008, qui a payé le risque? Monsieur Gossen? Les patrons? Qui? Les ouvriers. Ceux qui ont pris le risque et qui ont vraiment pris le risque et payé pour le risque, ce sont ceux qui n'ont jamais pris aucune décision. C'est les ouvriers. Alors, par contre, Allemagne, Scandinavie, Japon, Corée du Sud, etc., on l'a vu dans la crise de Corée du Sud 98, quand une entreprise fait faillite ou perd, eh bien, c'est le président, le propriétaire de l'entreprise, qui annonce le premier que lui fait faillite personnelle. On a vu en Corée du Sud des ex-patrons d'entreprises qui ont fait faillite vendre des sandwichs dans la rue pour se nourrir. Est-ce que vous avez vu le PDG de Peugeot vendre des sandwichs à Paris pour nourrir sa famille? Il a mis à la porte des milliers d'ouvriers de Peugeot pour garder son château. Mais une fois que la relance est revenue, Peugeot n'avait plus d'ouvriers pour faire des voitures. Ils étaient tous licenciés. Mais Hyundai, Daewoo, Volkswagen, qui n'ont licencié personne et qui ont tous baissé leur salaire, tous baissé le revenu du patron jusqu'au balayeur, la reprise revenu, ils avaient tout leur personnel et aujourd'hui, c'est les premiers vendeurs de voitures et Peugeot est en train de crever. General Motors, Chrysler, tout ça, ils ne savent même plus faire des moteurs. Alors voilà, s'il vous plaît, le risque. Quel risque vous prenez? Je suis désolé, mais le dernier qui prend des risques dans nos entreprises néolibérales, c'est le patron. Tous les autres prennent des risques sauf lui. C'est le dernier à prendre des risques. C'est la nature et les employés qui prennent des risques. Bon, maintenant, regardons, c'est important ça. Rapport de force. Merci Omar. Oui. Il reste deux personnes. Donc, le dernier, c'est Omar F. Et l'avant-dernier, c'est Qassi Abdelrahim. Je commence par Qassi Abdelrahim. Il a posé deux questions en fait. La première, comment peut-on s'inscrire dans notre pays dans une logique différente de ce que justement on apprend dans les multiples business schools qui ont poussé en Algérie ces derniers temps? C'est une catastrophe. Bon, chaque fois que je vois pousser une nouvelle business school dans nos pays, j'ai envie de pleurer. Alors,
je n'ai rien contre les écoles de gestion, je n'ai rien contre les écoles d'économie, mais qu'il y ait des écoles d'économie et des écoles de gestion qui nous enseignent comment faire de l'économie et de la gestion selon les conceptions de la nature, de l'être humain, de la communauté, de la famille, etc., à l'africaine, à l'algérienne. C'est ça qu'il faut enseigner. Pourquoi on n'enseigne pas dans nos facultés d'économie, nos facultés de gestion, le partage? Pourquoi on n'enseigne pas c'est pas moi, les traditions de solidarité réciproque indéfectible entre clans familiaux, etc., etc. Pourquoi on n'enseigne pas encore une fois les tiers-mondistes? Pourquoi on n'enseigne pas les théories de l'intéressement? Ça existe un peu partout, ça. Japon, Allemagne, Scandinavie, tout ça. L'intéressement, intéresser l'employé. Pourquoi on n'enseigne pas les théories des gagnants-gagnants stakeholders avec les fournisseurs, les machins, etc. Comme au Japon, par exemple, ou en Allemagne, même ici, la compagnie Cascade, où je suis consultant depuis 30 ans, eh bien, par exemple, quand un de leurs fournisseurs est en faiblesse ou fait faillite, ils lui payent plus cher ses produits que le marché pour le faire revivre. Parce que le fournisseur est d'abord un ami avant d'être un fournisseur. Et dans 1 an, 2 ans, quand les mêmes fournitures seront trop chères, ben le fournisseur que j'ai sauvé aujourd'hui en lui achetant ses produits plus chers que les autres, eh ben lui va me faire ses produits moins chers que le marché. Et ainsi, c'est ce qu'on appelle l'économie de la réciprocation. Pourquoi on n'enseigne pas ça dans nos facultés d'économie? Pourquoi on n'enseigne pas ça dans nos facultés de business, de gestion, dans les écoles de gestion? Dans nos écoles d'économie et de gestion, on enseigne comment devenir un petit Américain. Voilà. Comment faire de l'Algérien un Américain, comment faire du Tunisien un Américain, voilà ce qu'on enseigne. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le néocolonialisme. Donc, quand je parlais de rapport de force tout à l'heure par rapport à… Alors, l'un des ennemis, alors quand j'entends, moi, nos politiciens nous dire « je vais voter pour moi, je vais faire une politique pour le plein emploi », mensonge spectaculaire. L'ennemi juré, total des patrons, du patronat, de l'économie néolibérale, c'est le plein emploi. Il ne faut surtout pas qu'il y ait le plein emploi. Est-ce que vous imaginez que les États-Unis, le Canada, sont des pays d'immigration juste parce qu'ils sont gentils? Ils sont avec le monde comme ça, voilà, il y a des pauvres en Afrique, eh ben venez chez nous. Il y a des pauvres en Algérie, venez chez nous au Canada. C'est des pays d'immigration parce que plus ils font venir d'immigrants, plus ils font de la concurrence aux travailleurs américains et canadiens. Chaque immigrant qui arrive au Canada et aux États-Unis, il fait baisser le salaire de son équivalent américain. C'est tout. Si le Canada et les États-Unis stoppent l'immigration, ils tombent en plein emploi. Qu'est-ce qui se passe s'ils tombent en plein emploi? Moi, je suis, disons, artisan boulanger. Jusque-là, j'ai travaillé pour une chaîne de boulangerie capitaliste avec un patron qui a une chaîne multinationale, blablabla. Jusque-là, à chaque fois, il y a des immigrants qui arrivent, pas de travail, ils viennent travailler. Moi, je travaillais pour 5 $ de l'heure. Eux, ils acceptent pour 2 $. Comme les Mexicains, il y en a 15 000, 20 000 qui viennent chaque été pour ramasser nos fraises et nos poires et nos pommes à des salaires qui sont la moitié des Canadiens qui sont au chômage au Canada. Bon, c'est aberrant. Alors, plus d'immigrants, donc, un jour ou l'autre, plein d'emplois. Plein d'emplois, ça veut dire, je suis ton boulanger, eh bien, il n'y a pas 50 boulangers algériens, africains, tunisiens ou chômeurs qui attendent à la porte pour que tu me fasses du chantage. Pour me dire, je prends des risques, je suis le capital, tu acceptes le salaire que je te donne ou tu fous le camp. Pas possible. Moi, ouvrier, artisan, boulanger, je vais prendre conscience de ma force. Parce que lui, il a l'argent, mais il ne sait pas faire le pain. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Moi, je sais faire le pain avec lequel il fait de l'argent. Pourquoi lui, il va prendre 1000 fois ce que je prends? Sans moi, il n'y aurait pas de pain. De quelle raison? Pour quelle raison? Bon,
Donc, si ce rapport de force s'avère, je vais dire à mon patron, hey, à partir d'aujourd'hui, tu me payes 10 dollars de l'heure. Je veux 200. Sinon, je m'en vais et tu n'auras plus de pain. Et comme il n'y a pas d'immigrants à la porte pour le remplacer, le capitaliste sera obligé de le payer 200 dollars. Bon, alors voilà, ces armées de réserve, comme on les appelle en économie, de chômeurs, le chômage, la pauvreté, la misère sont nécessaires pour que ce capitalisme fonctionne comme il fonctionne. Quand il nous dit on va combattre la pauvreté, on va combattre la misère, on va combattre le chômage, c'est exactement le contraire qu'il lui faut. Alors où on va comme ça? Merci Omar. La deuxième volet, on va essayer d'être bref parce que maintenant vraiment oui, ben c'est des questions compliquées. Voilà, c'est des questions compliquées effectivement. Deuxième volet de la question des questions de Kemal Abdelrahim, c'est ceci. Elle est longue un peu. Le refus en Algérie d'un libéralisme débridé ne doit pas nous guider vers un étatisme faisant la part belle à une administration stérile, bloquant toute initiative créatrice en tournant le dos aux enseignements du marché. Une économie libérale à caractère social adossée à un État fort qui veillerait aux équilibres fondamentaux de justice sociale et d'équité serait une hypothèse pertinente à un débat consensuel entre tous les acteurs de la société. Voilà, terminé. Mais bien sûr, ça c'est ce que personnellement je crie depuis des années. Il faut un État fort, mais un État digne du nom d'État. Je suis désolé, mais ce que nous avons, nous, c'est tout sauf des États jusqu'à présent. Même l'État que nous avons aujourd'hui est illégitime. Tout est légitime et illégal de A à Z. On a vu le niveau de nos députés, le niveau mental, intellectuel de nos députés qui achètent leur place de député et qui vont discuter, peaufiner, réaliser les lois fondamentales du pays qu'on appelle la Constitution. Moi, à écouter ces députés interviewés par un journaliste qui leur posait des questions bénignes sur lesquelles n'importe quel élève normal de 5e secondaire pouvait répondre, ils étaient comme des ânes battés. Alors, quel État va sortir de ça? Quel État? Oui, de quoi? Alors, qu'on parle d'État sénile, d'État de non-droit, etc., je suis désolé, mais les hommes d'affaires algériens ont profité de la sénilité de cet État. Ils ont profité du non-droit de cet État. Ce qui leur a permis d'exister, c'est justement qu'on avait un État de non-droit. C'est justement qu'on avait un État sénile. Alors, je ne dis pas, je ne généralise pas, mais parmi on a vu maintenant depuis le Hirak et tout ça sortir les affaires, hein, y compris ceux qu'on considérait comme les bons dieux de la nouvelle économie et des grands entrepreneurs algériens. On l'a vu, hein, bon, algériens. On a vu d'où viennent leurs racines et leurs sources. Mais alors, je mets de côté les honnêtes, parce qu'il y en a, et les intègres et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais ces honnêtes, ces intègres et tout ce qui s'ensuit, ils ont intérêt à ce que tout ce qui fait les racines de ce que dans la question on appelle état sénile, état de non-droit et tout ça, que tout ça soit éradiqué, mais alors à 10 km de profondeur. Ce n'est pas par des cosmétiques, en changeant quelques… voilà, la nouvelle constitution, on change quelques machins, et pour faire croire que ce n'est pas une constitution hyper présidentielle comme l'autre, parce que j'ai vu, c'est une constitution hyper présidentielle comme celle qu'il y avait avant, comme celle que Bouteflika s'est fabriquée pour lui-même, ou presque, on joue sur des petits mots. Eh bien, on invente le vice-président. Ah voilà, donc ce ne sera pas une constitution présidentielle, il y aura un vice-président. Mais c'est quoi ça? On s'amuse. On nous dit l'État, on manque de moyens, le pétrole a baissé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de machin. Et notre gouvernement, c'est le double du gouvernement de l'Allemagne. Pratiquement le double du gouvernement canadien. Le triple du gouvernement de Suède ou je ne sais quoi. C'est quoi ces plaisanteries là? Bon, donc, pour moi c'est clair, l'Algérie
si je prends l'exemple de l'Algérie, bon, je peux parler de pratiquement tous les autres pays du monde dans la même situation, on ne s'en sortira que si on fait comme la Chine. Développement autocentré. On forme, on forme, on forme, on forme, on forme, on forme. La Chine a passé 80 ans à former ce qui est aujourd'hui les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs architectes du monde, les meilleurs techniciens du monde, qui font des miracles que même les Américains ne comprennent pas, et les Français, notamment le nouveau TGV. Le nouveau TGV chinois qui laisse tout le monde bouche bée. Bon, sans parler de l'espace. Ils ont été sur la face cachée de la Lune, exploit que personne n'a fait. Ils viennent de commencer à fabriquer leur station spatiale. Avec quoi ils font ça? Avec des écoles de business? Avec des MBA qui se donnent 1000 fois le salaire de leurs employés? Ils ont fait ça en mettant toutes les ressources de la Chine dans l'école, dans l'université, dans la jeunesse. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Voilà ce que doit faire l'Algérie. Autocentré et surtout couper tout avec tout ce qui vient des États-Unis, tout ce qui vient, je parle comme idée, idéologie, tout ça, hein. Transfert technologique qu'on améliore, je ne suis rien contre. Les Chinois ont pris des Américains, ils ont pris de partout, ils ont amélioré, pourquoi pas nous? Mais nous, on ne pourra prendre et améliorer que si, comme les Chinois, on forme les meilleurs ingénieurs au monde, les meilleurs techniciens au monde. Or, notre système d'éducation est sinistré. Alors, qu'on enlève un peu de ces milliards de nos milliardaires, on a, paraît-il, les plus grands milliardaires d'Afrique. Et qu'on rafistole un peu l'école. D'où vont sortir les gens qui vont faire l'Algérie? Alors voilà, ce que j'ai à répondre à tout ça, c'est complexe, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais bon, voyez-vous, un État fort, oui, mais un véritable État. Et là, je suis complètement dans la lignée du Harak. Tout ça, c'est du rafistolage. On est en train de mettre du sparadrap sur du sparadrap. Et avec la Covid, ça ne va pas arranger les choses. La chute du pétrole, encore pire. Et que Dieu nous préserve. Merci Omar. La dernière question, même s'il y a une question qui s'est rajoutée de Samir, on va voir, ça dépend du temps de réponse. Pas de problème, pas de problème. Donc, la dernière question, c'est à Omar F, ou l'avant-dernière, on verra. Omar F, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans un monde basé sur les complots et loin de la théorie du complot, selon vous, c'est quoi le but de création des pandémies? Et comment sera le monde après le Covid-19 selon vous? Voilà. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucune théorie du complot. Je ne suis adepte d'aucune théorie du complot, bien qu'il y en a qui existent et qui parfois peuvent se tenir. Je ne sais pas si le Covid a été fabriqué, s'il a été créé naturellement. Bon, je n'ai aucune idée. On a des informations tellement contradictoires qui viennent de partout. Bon. Mais ce que je sais pertinemment et de façon définitive, c'est qu'on nous ment de partout. Les États-Unis nous mentent depuis 2 siècles. Pour faire la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, etc. Mensonge sur mensonge sur mensonge, et des mensonges pas à peu près. Hein. Filmer des soi-disant soldats américains qui sont des acteurs, soldats irakiens, qui sont des acteurs aux États-Unis, qui font semblant de jeter des bébés koweïtiens de couveuses dans les poubelles, etc., devant une infirmière qui est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, qui joue le rôle d'infirmière. Tout ça, ça a été filmé à Washington pour faire croire aux Américains que Saddam Hussein est un monstre, pour faire tourner l'opinion publique et le Congrès pour qu'il autorise George Bush à attaquer l'Irak. Voilà un des mensonges. L'autre mensonge, pour attaquer le Vietnam. Mon Dieu, à la baie de Tonkin, ils ont torpillé eux-mêmes leur propre bateau
et ils ont dit que c'était les Vietnamiens pour attaquer le Vietnam. Alors, on nous ment tellement, jour et nuit. Moi, chaque fois que j'entends un journaliste me dire migrant, ben, je suis désolé, mais il me dit un mensonge. À chaque fois que j'entends Macron me dire migrant, je suis désolé, mais il me dit un mensonge. Ce Syrien, cet Irakien qui fuit, ou cet Afghan, ou Libyen, ou je ne sais pas quoi, qui fuit les bombes, les roquettes, et le napalm, et je sais pas quoi, les armes chimiques qui détruisent ses sœurs, sa famille, ses maisons de Bagdad ou de Damas, c'est un migrant. Je suis désolé. À chaque fois qu'on prononce le mot migrant, on prononce un mensonge. Bon, alors, comment voulez-vous croire à quoi que ce soit maintenant dans ce monde? Bon, alors, si j'ai perdu le fil de la question, tellement ça. Clair que, comme l'a écrit, bon, je ne suis pas le seul, Bernard Marie, c'est connu en économie, ça, pas depuis très longtemps. Les catastrophes, les épidémies, les pandémies, les guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, etc., tout ça, ça augmente le PNB mondial. Donc, maintenant, objectivement, qu'il y ait une pandémie, une épidémie, bon, on sait bien le H1N1 et le SRAS, combien ça a renfloué et enrichi de manière colossale les multinationales des laboratoires pharmaceutiques. Alors que finalement, c'était tout ça pour rien. Bon. Donc, oui, le Covid, ça va enrichir des gens, ça c'est sûr. Et beaucoup. Et plus que beaucoup. Parce que c'est connu. Ce sont. Alors, je ne sais pas, moi, pour vous donner un exemple, si vous voulez doubler le PNB de l'Algérie, ben, organisez un accident national en Algérie. Que tous les gens qui ont des voitures se tamponnent, fassent des accidents, ils s'entretuent, et ça va doubler le PNB d'Algérie. Parce que du jour au lendemain, il faut le double de grues, de remorques, de garages, de tôles, d'acier, de cuivre, et tout ça, ça monte le PNB. Tous les Algériens sont morts, le PNB augmente, mais les économistes contents. Le PNB, il monte. Vous voulez doubler le PNB, organisez un divorce national, que tous les Algériens mariés divorcent. Tous. Pourquoi? Parce qu'à chaque divorce, il faut 2 appartements, 2 avocats, 2 voitures, 2 frigos, et le PNB double. Tous les Algériens divorcés déprimés, mais nos économistes heureux parce que le PNB augmente. Bon, alors c'est sûr, pandémie, épidémie, tout ça, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a un complot derrière? Je n'en sais rien. Mais le complot qui consiste à s'enrichir dessus, oui. Ça, c'est a posteriori. C'est une autre affaire. Bon. Donc, l'après-Covid, malheureusement, on va retourner à un état du monde que je considère comme pré-westphalien. Vous savez, le traité de Westphalie, 1700 et quelques, enfin fin du 18e, c'était un traité pour arrêter les guerres, notamment la fameuse guerre de 30 ans, et arrêter les guerres entre clans, tribus, tout ce qui s'ensuit, etc., donc qui ravageaient l'Europe. Et donc créer des nations qui font que dans chaque nation, il y ait des tribus, des clans, etc., des ethnies homogènes, et que ces ethnies homogènes, au lieu de se faire la guerre entre elles, eh bien, elles font plutôt du commerce, de l'échange, etc. Donc, on a créé ce qu'on appelle l'ordre westphalien, ce qui a donné naissance à l'ordre de ce qu'on appelle les États-nations d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, après le 18e. Mais malheureusement, cet ordre westphalien a été détruit 2 fois. La première fois, il a été détruit par la mondialisation. La mondialisation, c'est à la fin de l'ordre westphalien, c'est-à-dire l'ouverture des frontières. En Algérie, on fait plus qu'on veut, comme on veut en Algérie, on fait ce que veut le FMI. Bon. Donc, l'ordre westphalien, c'est fini. Il n'y a pas la nation française qui a ses règles, la nation algérienne, la nation allemande, la nation. Et aujourd'hui, on va tuer l'ordre westphalien parce qu'on va revenir à une espèce d'ordre clanique d'avant le traité de Westphalie. C'est-à-dire que même à l'intérieur des nations, il va y avoir des murs et des archipels. Prenons les États-Unis ou le Canada.
c'est sûr que si le Covid dure 1 an, s'il dure 2 ans, je ne vois vraiment pas quoi dire. Mais j'ose même pas l'imaginer. Si ce qu'on vit là, comme ça, dure 1 an, eh bien, Canada et États-Unis, on va faire des frontières et des murs entre blancs, noirs, amérindiens, immigrants, arabes, et chacun va tirer de son côté. C'est ce qui va arriver en France. Alors, en France, on a regardé, déjà, il y a des crimes racistes. On tue des Chinois ou des gens qui ont le faciès chinois. On ne vous le dit pas, aux États-Unis. Canada, enfin, tue, c'est rare. C'est vraiment, j'ai entendu parler de vraiment quelques cas, tués ou brutalisés ou machin, mais insultés, crachés dessus, frappés, etc. Mais c'est tous les jours. Toute personne qui a un visage vietnamien, asiatique, hindou, machin, n'ose pas sortir à Montréal, encore moins aux États-Unis, parce qu'ils associent ça à virus, et bon, donc foutez le camp, laissez-nous. Alors voilà ce que ça va créer, ça va être pire que ce que prévoient ceux qui disent que ça va être un ordre pré-westphalien de fermeture des frontières. Non seulement on va fermer les frontières, mais on va fermer entre ethnies. Alors les ethnies les plus puissantes vont écraser les plus faibles, on va rentrer dans du racisme, dans bon, alors, jusqu'où on va limiter ça? Je ne sais pas. J'espère qu'on pourra trouver des limites, parce que ça va venir. Des réactions comme ça vont venir. Mais on ne les limitera que si on applique ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire se dire une bonne fois pour toutes, et je conclus, parce que je suis épuisé, une bonne fois pour toutes, que nous n'avons qu'une seule terre. On n'en a pas d'autre. On partage ce que cette terre donne entre nous tous, ou elle nous éliminera tous. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Merci Omar, merci parce que le dernière question elle est partie, Samir n'est plus là. Donc, merci aux participants, merci à toi. Merci infiniment. Merci pour tout le monde. Et puis, je tiens à vous rappeler que la vidéo sera sur YouTube. Et puis, abonnez-vous. Surtout, c'est très important, vous abonner à YouTube de TQ5 Media. Donc, vous allez la voir là-bas. Et puis, bon, c'est une première expérience, conférence web, télévision, comme ça. Et puis, on va la renouveler probablement aussi avec Omar. Il a parlé d'un sujet concernant les finances. Je pense que ça vaut la peine de la revoir en temps opportun qu'on va juger, qu'on va essayer de fixer de commun accord. Sinon, merci encore une fois. Et puis, vous avez قيمنا لما تسوغا وندير قيمة ذي ثلويث هذا ديالي وسراج النظام نسير غزات كذا بروفيسور عمر توف ذلك الوياض في سنتال الوياض يسيا غادينا ودينا قيمة ذي ثلويث. Voilà, c'est fini. Merci, bye bye. Azul. Azul. Merci. Saito.